Tous les lycéens connaissent cette équation qui lie la masse et le poids. Elle leur permet de calculer le poids d'un astronaute sur la Lune. Si celui-ci a une masse de 75 kg sur la Terre, il aura toujours la même masse sur la Lune, mais son poids sera 6 fois moindre. Ce qui lui autorise à se déplacer, malgré son équipement, avec la grâce d'un danseur de ballet. Cette équation, qui paraît simple, est en fait le fruit d'un long et difficile cheminement scientifique. Pour passer de la masse au poids, on a besoin du concept de gravité. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle, en particulier avec Galilée et surtout avec Newton, que l'on aura une définition satisfaisante du poids. Newton montre que la gravité obéit aux mêmes lois que celles qui régissent la mécanique céleste. La gravité est définie à partir de la force d'attraction entre deux masses. Dans cette mécanique, appelée par la suite newtonienne, la masse est conservatrice. Pour faire simple, on peut considérer la masse comme un invariant quantifiant la matière d'un objet. Dans un premier temps, Newton distingue deux masses, une masse inerte et une masse gravitationnelle appelée masse grave. La masse inerte est celle qui résiste aux variations de mouvement que l'on veut donner à l'objet. La masse grave indique que l'objet est plus ou moins lourd. Newton comprendra, sans expliquer le pourquoi de la chose, que ces deux masses correspondent à une seule et même masse. La gravité se ressent partout dans l'espace, avec plus ou moins d'intensité. Einstein a proposé une autre approche de la gravité, dans sa relativité générale en 1915, où le champ de gravitation est décrit comme un effet de courbure de l'espace-temps. À part quelques scientifiques renommés du XVIIe siècle, le commun des mortels ne se pose pas ce genre de questions. Pour faire du commerce, la notion de poids, vieille de plusieurs siècles, est largement suffisante. Ce n'est qu'à partir de 1948 que le poids s'est vu attribuer une unité distincte, le newton. Dans les unités anglo-saxonnes, on a conservé la livre-masse, de symbole LB, et la livre-force, de symbole LBF. Dans le langage courant, pour mesurer des poids, on utilise une balance. Une balance compare des masses. Un dynamomètre mesure des forces. En fait, la mesure d'une force est une mesure indirecte. On mesure ce que la force a produit, comme une déformation, un effet piézoélectrique, etc. À l'aide d'une loi de comportement de la structure de l'instrument, on en déduit la force génératrice. Dans les anciennes mesures, on compare des masses sous réserve d'une bonne qualité géométrique de l'instrument. Par exemple, avec une balance type trébuchet, en réalité, on commence par une comparaison de couple. Si les bras de la balance sont égaux, on peut dire que l'on compare des poids. Et comme les deux plateaux sont proches l'un de l'autre, la gravité est la même. On compare bien des masses. Généralement, les unités de poids retenues sont ceux d'une grande zone économique. Il y a moins de spécificité locale. Relativement bien définies entre elles, elles héritent du système romain. L'unité de base est la livre. Au XVe siècle, elle est rattachée à la pile, dite pile de Charlemagne, constituée de 13 godets qui s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. La plus petite est pleine, la dernière sert de boîte. L'ensemble complet pèse 50 marks, soit 25 livres. En général, la livre marchande vaut 16 onces. Mais on trouve des livres qui varient de 12 onces, comme dans le milieu médical, jusqu'à 24 onces. On recense plus de 30 types d'onces pour l'Europe. Si les rapports entre les différentes unités sont bien figés, encore faut-il choisir une des unités comme référence. La demi-livre de 8 onces s'appelle le mark. Le mark de la ville de Troyes est le plus utilisé depuis le XIVe siècle, grâce aux célèbres foires de champagne les plus renommées d'Europe. Correspondant au mark de Paris, il sera retenu comme unité de base dans de nombreux pays européens. Ces unités de poids servaient également pour définir les monnaies.
Trouver un étalon de valeur financière indépendant du pays pour les échanges économiques est un vieux rêve, toujours d'actualité. Historiquement, le troc de matières premières a pu être remplacé par un troc avec une certaine quantité de métal précieux. Pour les métaux, on utilisait l'argent, l'or et un métal moins noble de complément, le cuivre ou l'étain. Battre la monnaie est un privilège régalien. Pour gagner de l'argent facilement, on peut être tenté de tricher, soit sur la répartition des composants de l'alliage, soit sur le volume de l'étalon. Un bon moyen pour voir si l'alliage est correct était de faire une comparaison de masse avec un trébuchet de précision. Dans les transactions actuelles de l'or, la livre est divisée en 12 onces, comme sous l'Empire romain. L'once troy est l'unité de mesure standard pour les métaux précieux. Le carat est une mesure qui date du XIVe siècle. Il peut avoir deux significations suivant son utilisation en joaillerie ou en bijouterie. En bijouterie, il indique le pourcentage d'or contenu dans l'alliage. L'or pur correspond à 24 carats. Par exemple, 18 carats indique que le bijou contient 75% d'or pur. En joaillerie, le carat correspond à une unité de masse, anciennement de poids. Il est utilisé pour le poids des pierres précieuses. Il valait environ 0,2 g, soit 4 grains.